Bonjour à tous, merci de vous informer sur RTI 1 ce vendredi 25 mai. Il a prêté serment hier jeudi. Le nouveau médiateur de la République, Adama Tounkara, précédemment ministre du Pétrole et de l'Énergie, a également reçu les dossiers en cours des mains de Ngolo Coulibaly, président sortant du médiateur de la République. Dans le domaine de l'éducation nationale, plus d'1 million de candidats sont en lice pour les examens scolaires à grand tirage. Première composition, le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE le 5 juin prochain. Le lancement a été fait par la ministre de l'Éducation nationale. Référendum en Irlande, près de 3,5 millions d'Irlandais sont appelés à se prononcer ce vendredi pour ou contre la libéralisation de l'avortement. Un vote historique pour ce pays de tradition catholique. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h. Le nouveau médiateur de la République a prêté serment hier jeudi. Devant la Cour constitutionnelle et en présence du chef de l'État et de plusieurs membres du gouvernement, Adama Tounkara a juré de remplir sa nouvelle fonction avec abnégation et dévotion. Jérôme Kofi Aboula. Il s'engage à bien et fidèlement remplir sa fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution. C'est en ces termes que Adama Tounkara, devant le Conseil constitutionnel, a prêté serment ce jeudi en sa qualité de médiateur de la République, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans sa nouvelle fonction, Adama Tounkara doit surtout œuvrer à la préservation de la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire. Votre pondération et votre capacité d'écoute seront vos meilleurs alliés dans cette fonction de médiateur qui fait de vous un artisan de paix. Car, ne l'oublions jamais, votre mission est d'assurer, aux côtés de la justice et de l'administration, la concorde et la cohésion au sein des populations. C'est à vous que revient la délicate mission de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux autres institutions et structures de l'État, les différends de toute nature, opposant aussi bien l'administration publique aux administrés, les communautés entre elles ou à des tiers et les personnes physiques ou morales aux communautés. Au terme de la cérémonie qui s'est déroulée à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le médiateur de la République a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance sans cesse renouvelée à son égard. Je viens de prêter serment. C'est pour moi donc l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la grande confiance, la fraternité, l'amitié qu'il me fait en me nommant à la tête de cette prestigieuse institution de notre pays. La médiation est une nécessité. C'est une nécessité pour apaiser le cœur, pour réduire le conflit et créer la stabilité, la paix, absolument essentielle à la croissance économique. C'est ce que le président Ouattara nous apprend. Comme médiateur de la République, Adama Tounkara succède à Ngolo Coulibaly, qui préside aujourd'hui aux destinées de la haute autorité de la bonne gouvernance. Adama Tounkara, précédemment ministre du Pétrole et de l'Énergie, a reçu les dossiers en cours des mains de Ngolo Coulibaly, président sortant du médiateur de la République. La passation des charges a eu lieu en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce est opérationnel en Côte d'Ivoire depuis hier jeudi. Il vient en appoint au dispositif de veille et d'information déjà en place. Ce centre s'inscrit dans la stratégie de la CEDEAO en matière de partage d'informations entre les États membres en vue de prévenir ou d'atténuer les menaces à la sécurité humaine. Un mémorandum d'entente a été signé entre le Premier ministre ivoirien et le président de la Commission de la CEDEAO.
Revenons sur le lancement officiel du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce avec Herman Guivet. Les menaces à la sécurité humaine sont de plusieurs ordres: crimes et criminalité, terrorisme, pandémie, épidémie, changement climatique, sécurité alimentaire, sécheresse, conflits fonciers. Pour prévenir ces menaces et y répondre efficacement, la mise sur pied de centres nationaux de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Stratégie mise en place par la CEDEAO. Pour sa phase pilote, 5 États membres, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire sont sélectionnés et Abidjan ouvre officiellement son centre en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Au niveau régional, les échanges permanents d'informations entre les centres nationaux des différents pays et le centre de la CEDEAO permettront d'anticiper le déclenchement des crises en y apportant les corrections. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, partenaire technique et financier du programme, salue cette mise en commun des efforts engagés par les différents gouvernements de la CEDEAO dans la protection de leur population. Un appui considérable et la partie ivoirienne, elle, assumera pleinement ses responsabilités. À travers la sécurité humaine, nouveau concept de la sécurité dite traditionnelle, le gouvernement ivoirien entend assurer le bien-être du citoyen en garantissant son épanouissement, ses droits fondamentaux, l'équilibre de son environnement, sa santé. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a compris le bien fondé de ce mécanisme et a décidé de créer, par décret numéro 2016-122 du 2 mars 2016, le centre de la Côte d'Ivoire, placé sous la tutelle du Premier ministre qui en assure la présidence du Conseil statutaire. J'invite le directeur du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce et son équipe à hisser les activités du centre au-delà du niveau attendu, afin de répondre aux nombreuses préoccupations des populations, notamment en matière de paix et de sécurité. Des consignes bien reçues par le premier responsable du centre ivoirien. C'est une mission qui est difficile mais pas impossible parce que j'ai avec moi des experts dans les différents domaines. On a une priorité, mettre les populations à l'abri du danger, de la peur et des besoins. Inauguration du centre, dévoilement de la plaquette, visioconférence, remise de matériel roulant et d'équipement. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce ivoirien est désormais totalement opérationnel. À présent, une rencontre sous-régionale d'échange d'expériences et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente. Des experts de 5 États membres et ceux de pays voisins partagent leurs expériences. Abou Sanogo. Une rencontre d'échange d'expériences et d'analyse sur la situation sécuritaire dans l'espace Entente. Les experts des pays du Conseil de l'Entente mutualisent leurs connaissances en vue de parvenir à une meilleure compréhension de l'extrémisme violent dans l'espace Entente. Il s'agit donc pour eux de partager les expériences et les analyses dans le domaine de l'extrémisme violent en permettant à d'autres États de prendre conscience de la nécessité d'investir dans la prévention de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent est un fléau aujourd'hui qui est une réalité pour nos États. Et nous le vivons, d'autant plus que plusieurs actes violents ont fait déjà beaucoup de victimes dans ces États. Les foyers d'extrémisme, les foyers de radicalisation ne naissent pas ailleurs, ils naissent au sein des sociétés. C'est donc le bienvenu que les experts des différents États puissent se retrouver, réfléchir et faire l'état des lieux. Cette rencontre sous-régionale d'échange et d'analyse sur la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Conseil de l'Entente vient établir un dialogue entre les chercheurs, les experts et les acteurs de l'espace Entente. Il est admis aujourd'hui que la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ne peut pas être seulement sécuritaire. Il faut aussi prendre
d'autres les dimensions politiques, économiques, sociologiques. C'est proposer effectivement des réponses mutualisantes et c'est au bout du compte essayer de gagner la guerre contre une lutte extrêmement difficile à gagner. La mutualisation des efforts, elle est non seulement internationale, mais elle est aussi interprofessionnelle, elle est entre le gouvernement et la société civile. Elle est une approche globale. Essayez de comprendre ce qui se passe avec ces mouvements extrêmes. À l'issue des travaux qui vont s'étendre sur 2 jours, les recommandations visant à renforcer l'approche de prévention de l'extrémisme violent dans la zone seront formulées à l'intention du Conseil de l'Entente et des États membres. Cette réunion est organisée par le Conseil de l'Entente en partenariat avec le bureau de Dakar de l'Institut de sécurité et le département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Dans le domaine de l'éducation nationale, plus d'1 million de candidats sont en lice pour les examens scolaires à grand tirage. Première composition, le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE, ce sera le 5 juin prochain. Sephora Zegui et Patricia Omoetia. Les examens à grand tirage débuteront cette année le mardi 5 juin avec CEPE. Au niveau du brevet d'études du premier cycle BEPC, les épreuves orales auront lieu du 6 au 9 juin prochain. Les épreuves écrites, quant à elles, subiront quelques réaménagements. Si la fête du Ramadan a lieu le 15 juin, alors les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 14 juin. Si la fête du Ramadan a lieu le 14 juin, les épreuves écrites se dérouleront les 12, 13 et 15 juin prochains. Les épreuves orales du baccalauréat se dérouleront du 19 au 29 juin pour finir avec les épreuves écrites du 2 au 6 juillet 2018. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours, en plus de ces changements, annonce de nouvelles dispositions. Les relevés de notes au BEPC seront à leur tour imprimés, comme cela se fait déjà au CEP. Les vacations jusque-là remplies manuellement par les secrétariats seront désormais pré-remplis et édités en ligne pour les épreuves orales. Selon Candia Camara, l'année scolaire s'achève sans dommages majeurs, malgré les arrêts de cours observés sur l'ensemble du territoire national en décembre dernier. Au titre des mesures de lutte contre la fraude, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé un arrêté le 6 avril dernier. Pour elle, finit la phase de sensibilisation, place maintenant aux sanctions. Des mesures vigoureuses s'imposent désormais pour juguler ce fléau pernicieux qu'est la fraude. La fraude au téléphone portable ou autres supports connectés, nous n'en voulons pas. Les examens et concours de Côte d'Ivoire doivent être protégés de cette hydre qui a commencé à envahir nos centres. Désormais, c'est la tolérance zéro. 1 214 831 candidats vont à l'assaut des examens scolaires session 2018. 534 744 pour le CEPE, 400 326 pour le BPC, 23 285 pour le test d'orientation et 256 476 candidats pour le baccalauréat. Distribution d'eau avec des citernes, réalisation de forages et mise en service à de nouveaux barrages. Tout est mis en œuvre pour mettre fin à la pénurie d'eau que connaît la ville de Bouaké. Le ministre des Infrastructures économiques et celui des Transports se sont rendus dans la capitale de Gbeke afin de suivre de plus près l'avancée des travaux. Ils ont également discuté sur place avec les populations. Kader Sogodogo. Une mission gouvernementale à Bouaké pour suivre l'avancement des solutions proposées pour soulager les populations face à la pénurie d'eau qui dure depuis 2 mois. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, et le ministre des Transports, Amadou Koné, ont visité le barrage de Gonfreville où des travaux ont démarré. À partir de ce site, les populations des quartiers Gonfreville, Zone et Koko pourront très bientôt avoir de l'eau dans leur robinet. Il en sera de même pour ceux des quartiers Kennedy, Broukro et Ngatakro qui, avec le renforcement de la capacité de production du camp, qui va passer de 6 000 à 8 000 mètres cubes d'eau, seront soulagés. Des forages en cours de finition permettront de soulager d'autres quartiers et surtout garantir l'autonomie des communes telles que Sakassou et Botro qui se détachent de la Loka Kiatari. Le gouvernement est donc à pied d'œuvre pour venir à bout de cette pénurie d'eau dans la région de Bouaké. Les camions citernes sont effectivement là. Mais il nous a été rapporté que ces camions ne tournent pas normalement. Il y a certaines personnes
qui utilisent les camions à leur profit. Nous allons donc, avec nos services, regarder avec la mairie pour voir comment la distribution peut se faire au mieux. Il y a 78 pompes qui ont été réparées dans les villages. Donc, dans les villages où l'eau n'arrive pas, ils pourront donc avoir de l'eau. On est venu pour vous rassurer que tout ce que le chef de l'État a dit le 1er mai est en train d'être fait. Après la visite, la mission gouvernementale a échangé avec les élus, les chefs traditionnels et de communautés. Il s'agissait de les rassurer quant à la volonté du président de la République de tout mettre en œuvre pour trouver une solution définitive à la pénurie d'eau à Bouaké. Un émissaire de la Banque mondiale qui soutient les opérations à hauteur de 5 milliards de francs CFA a également pris part à la mission gouvernementale. Le changement climatique et ses conséquences sur la santé ont fait l'objet d'une séance d'information à l'Assemblée nationale. Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire était l'invité spécial de la Commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement à l'hémicycle. Il a instruit les députés sur les risques sanitaires liés au réchauffement climatique. Le reportage est signé Moussa Konaté. Le docteur Aka Florent Pierre est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Invité par la Commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement de l'Assemblée nationale, il explique aux députés les risques sanitaires liés au changement climatique. Il faut savoir que les médecins vivent déjà les effets néfastes du changement climatique sur la santé des populations. Pollution des villes, pollution atmosphérique et maladies cardiovasculaires avec certaines pathologies que l'on ne voyait pas auparavant, les infarctus, les accidents vasculaires ischémiques, les allergies, les cancers de la peau. C'est de cela que nous sommes venus en parler aujourd'hui à nos honorables représentants du peuple ivoirien. Un exposé à la lutte de cours magistral, des enseignements qui ont permis aux parlementaires de mieux s'imprégner des conséquences du réchauffement climatique sur la santé. Nous avons été instruits sur le fait que, indépendamment des effets néfastes sur l'environnement, le changement climatique a des effets sur notre santé, notamment les questions de particules fines qui agissent sur notre système immunitaire et à la longue qui créent des maladies cardiovasculaires. Et nous pensons que notre rôle en tant que député, c'est de légiférer certes, mais également d'aller auprès de nos populations et surtout les sensibiliser à avoir des comportements éco-citoyens et qui pourront bien sûr nous préserver non seulement, mais préserver également les générations futures. Les effets du changement climatique sont bien connus et visibles dans le monde. Entre autres, la sécheresse, la perturbation de la pluviométrie, les inondations. Les marchés du continent africain sont de plus en plus inondés de faux médicaments et de médicaments contrefaits. Selon l'OMS, ces faux médicaments tuent 1 million de personnes dans le monde chaque année. Pour définir une stratégie de lutte, une conférence internationale de l'OIF avec la participation du président du Bénin et l'ensemble des ministres de l'espace francophone. Mamadou Kouassi. Les pays africains de l'espace francophone sont en état d'urgence sanitaire. Ils sont inondés de faux médicaments et de médicaments contrefaits, très nuisibles à la santé. Ces propos sont de Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Des propos tenus à la conférence internationale sur l'accès aux médicaments et autres produits médicaux de qualité. Près d'1 million de personnes meurent chaque année à cause de l'absorption de médicaments contrefaits, sans compter les nouvelles maladies ou les handicaps lourds que ces produits peuvent provoquer. Alors dans les pays en développement et émergents, singulièrement en Afrique, plus de 30% des médicaments distribués sont de qualité inférieure ou falsifiés. Toutes les 5 minutes, un enfant décède à cause d'un antipaludique de qualité inférieure ou falsifié, alors que l'administration de traitements authentiques permettrait de guérir rapidement 90% des cas. Ce ne sont pas des chiffres qui pourront traduire la douleur de ces mères qui ont perdu leur bébé après leur avoir fait boire un sirop censé calmer la poussée dentaire et qui contenait en fait des substances mortelles. Donc, même les nourrissons, vous vous rendez compte, sont une cible pour ces réseaux mafieux transnationaux. Cet appel à la mobilisation contre les faux médicaments est entendu par l'ensemble des pays de l'espace francophone et par certains partenaires au développement. Il s'agit ici de faire l'état des lieux et de définir ensemble les stratégies pour freiner ce fléau. L'Afrique, parce qu'ils savent que c'est là où nous avons pratiquement 25% du poids de la maladie mondiale, c'est là où nous avons beaucoup de populations pauvres.
c'est une forme d'exploitation que nous ne pouvons pas accepter, que nous devons combattre. Il faut que les médicaments soient moins chers. Il faut que l'assurance maladie soit une réalité dans nos pays. Les chefs d'État africains sont conscients de la situation et le président de la République du Bénin, Patrice Talon, annonce déjà les couleurs. De manière globale, le gouvernement du Bénin a entrepris de réformer tout le secteur des médicaments et de procéder aux investissements nécessaires en vue de garantir la qualité des produits entrant sur son territoire. Et que les grands laboratoires cessent de développer des chaînes de production exclusivement dédiées aux pays pauvres. Mesdames et messieurs, la lutte contre les faux médicaments doit être sincère. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, à cette conférence internationale, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Raymond Goudou Kofi, s'est félicité de l'engagement de l'ensemble des pays à combattre ce fléau. Elle a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, les actions du gouvernement ont permis de saisir plus de 350 tonnes de faux médicaments au cours de l'année 2017. Pour elle, l'acquisition d'entreprises de fabrique de médicaments au plan national constitue une solution. Au terme de cette rencontre, un mémorandum a été signé par les différents ministres de la Santé de l'espace francophone pour la lutte contre les médicaments illicites. La communauté scientifique ivoirienne se mobilise pour apporter des solutions aux problèmes du monde rural. La ville de Boisflé abrite 3 jours de travaux pour élaborer un guide à l'endroit des acteurs impliqués dans le développement du monde rural. Léon Brou. Exode rural, conflit foncier, manque de terres cultivables, des questions récurrentes en milieu rural, désormais préoccupation des chercheurs. Les présents travaux donc pour élaborer un guide qui permette de comprendre, prévenir ou régler ces problèmes. Le développement rural est conditionné par tout cela. Ce guide-là, pour essayer de résoudre les problèmes qui se posent en milieu rural. Et en abordant ces problèmes, il faut utiliser les méthodes et de telle sorte que la population elle-même comprenne que vous venez pour les aider et non pour les diviser ou pour les repousser. Aussi envisager des méthodes culturelles adaptées au changement climatique, un cadre réglementaire des migrations internes ou entre États. Potentiels destinataires de ce document, les acteurs du monde rural, notamment paysans, autorités administratives, organes de développement local. Il me semble nécessaire d'envisager un partenariat utile avec les régions et districts de notre pays. Pour l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, le guide va contribuer à garantir la paix, donc à promouvoir le développement du milieu rural. Son promoteur, le laboratoire du Centre de recherche pour le développement de l'université Alassane Ouattara. Beaucoup d'études qui ont été faites sur le paludisme en association avec l'IRD. Et puis il y a eu d'autres études économiques qui ont été faites. 1996, création par décret présidentiel du Centre de recherche pour le développement et le laboratoire agroéconomique et développement rural. Leur mission, booster par la recherche le développement rural. Tissutech est un projet du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il vise la valorisation de l'art du tissage dans les zones centre, nord et ouest du pays. Le tissage traditionnel existe en Côte d'Ivoire depuis des siècles, mais il a besoin d'être davantage valorisé et professionnalisé. Serge Coléa. La création d'un centre de valorisation du tissage traditionnel, une réalité bientôt en Côte d'Ivoire. Le projet dénommé Tissutech va rentrer d'ici à 2 ans dans sa phase de mise en œuvre. En témoigne cette rencontre d'échange entre les acteurs de la filière textile. Bâtie à Boaké sur une superficie de 900 mètres carrés, la future Tissutech, initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, va promouvoir et professionnaliser l'art du tissage en faisant de la Côte d'Ivoire une référence en la matière. Il s'agit ici de permettre à nos artisans tisserands et à nos créateurs de mode, dont le génie et l'originalité des œuvres font la fierté et la renommée de notre pays, de mieux vivre de leur art et je dirais même de bien vivre de leur art. Le projet de Tissutech ambitionne aussi de valoriser les produits issus du tissage traditionnel en vue de répondre aux exigences de la demande nationale et des marchés sous-régionaux et internationaux.
Le centre de valorisation du tissu traditionnel va se réaliser avec l'appui et l'expertise de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Estimation de l'ouvrage, environ 2 milliards de francs CFA. La question de l'écotourisme est aujourd'hui un défi majeur pour la Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des parcs et réserves s'attelle à préserver et à valoriser les parcs et les réserves naturelles du pays. 8 parcs naturels et environ 300 réserves en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'OIPR nous en fait un point. Patricia Oumouetia. Les parcs et réserves naturelles sont des atouts importants du tourisme en Côte d'Ivoire. Bien que la forêt ivoirienne soit au centre des préoccupations depuis quelques années, les 10 parcs et réserves naturelles gardent leur notoriété d'antan. Il convient alors de les valoriser davantage pour en garder l'essence. La Côte d'Ivoire possède 8 parcs nationaux, 6 réserves naturelles et 17 réserves botaniques réparties sur une superficie de plus de 21 000 km², ce qui fait de lui le pays disposant du plus grand réseau d'espaces protégés en Afrique francophone. En outre, grâce à certaines réformes institutionnelles importantes, la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé de l'écotourisme en Afrique. Les aires protégées, c'est la destination écotouristique de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, les parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire constituent une niche importante pour la destination Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire à toute la population de Côte d'Ivoire de partir visiter le parc national de la Comoué, qui est véritablement une destination touristique. La Côte d'Ivoire dispose de plusieurs potentiels touristiques dont la préservation et la valorisation nécessitent la contribution de chaque citoyen ivoirien. Des actions sont certes menées pour la sauvegarde des parcs et réserves qui représentent des abris pour des espèces vivantes, mais beaucoup reste encore à faire pour les pérenniser. L'ONG CARE International formalise sa collaboration avec le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Un accord de partenariat a été signé. Il est axé sur l'accès des femmes au financement et au crédit, à l'alphabétisation des jeunes filles et aussi au renforcement des capacités de toutes les structures de formation féminine. Franck Quadio. Un accord de partenariat entre l'ONG CARE International et le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Un des axes principaux, favoriser l'accès des femmes à l'épargne à crédit pour leur autonomisation. La plupart des femmes, je pense que c'est environ 20% des femmes à peine qui ont accès à des services d'épargne et crédit. Donc en fait l'idée vraiment de ce programme qu'on a ensemble, c'est de faire que les femmes, d'abord au niveau de la caisse villageoise, puissent se faire collecter leur épargne, se faire des crédits et petit à petit aient accès à un système financier formel à travers des institutions de microfinance. En plus de ce projet à l'échelle nationale, il y a aussi l'alphabétisation de la jeune fille en zone rurale et périurbaine, sans oublier le renforcement des capacités des structures de formation IFEF. Pour le professeur Mariatou Kone, cet accord, bien qu'étant la formalisation d'une collaboration établie depuis 2015, il constitue cependant un apport appréciable. Quand on parle d'autonomisation de la femme, c'est l'inclusion financière, c'est l'alphabétisation, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre, etc. C'est plusieurs programmes qui vont être menés grâce à cette convention, grâce à cet accord cadre. Le partenariat CARE International ministère de la Femme s'étend sur 3 ans renouvelables. Cette ONG exerce depuis 2002 en Côte d'Ivoire dans la consolidation de la paix, l'entrepreneuriat féminin et l'accès aux ressources en eau et dans la santé. Les acteurs des médias et de la presse se sont réunis au sein de la Fédération nationale des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Son assemblée générale constitutive s'est tenue hier jeudi à la Maison de la Presse. L'actualité internationale nous conduit en Irlande. Près de 3,5 millions d'Irlandais sont appelés à se prononcer ce vendredi pour ou contre la libéralisation de l'avortement. Un vote historique pour ce pays de tradition catholique qui avait massivement voté pour le mariage homosexuel en 2015. La mobilisation de l'électorat reste un défi important pour les militants anti- et pro-avortement. Plus de 118 000 demandes d'ajout ont été enregistrées sur les listes électorales pour cette année. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Très bon vendredi à tous et merci de rester sur RTI1.